À l'extrémité sud-ouest de l'Afrique, s'épanouit une merveille botanique. Au cœur des montagnes, elle abrite plantes et animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Le long de sa côte rocheuse, les eaux riches grouillent de vie. Ce parc n'est pas célèbre pour ses grands animaux, mais pour ses plus petits, intimement liés à la nature. Nulle part ailleurs sur la planète, on ne trouve autant d'espèces endémiques réunies en un seul et même endroit. Bienvenue dans l'incroyable réserve de biosphère de Kogelberg. C'est le printemps dans la réserve de biosphère de Kogelberg. Le parc reprend vie. Une vipère heurtante mâle se réchauffe sur un rocher en plein soleil. Le serpent mesure plus d'1 mètre et il est plus gros qu'une batte de baseball. Les serpents sont des animaux à sang froid. Leur métabolisme baisse pendant l'hiver, ils n'ont donc pas besoin de beaucoup de nourriture. Les pluies d'hiver se terminent. Ils commencent à ressentir les premiers effets de la faim. Son dernier repas remonte à plusieurs semaines. La vipère heurtante a une tête triangulaire en forme de diamant. Grâce à ses crochets, elle peut injecter une dose mortelle de venin à ses proies. Petits mammifères, lézards, grenouilles et même certains oiseaux sont au menu. Pour l'instant, sa température corporelle n'a pas encore assez remonté. Le serpent se contente donc d'apprécier la délicieuse sensation des rayons de soleil sur ses écailles. La réserve de biosphère de Kogelberg et ses 18 000 hectares s'étend le long de la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud. Contrairement à la plupart des parcs africains, elle n'est pas célèbre pour ses grands animaux, mais pour son incroyable diversité d'espèces végétales. Les montagnes escarpées culminent à plus de 1000 mètres d'altitude et sont couvertes de fynbos. Le fynbos est une formation végétale d'arbustes et de plantes caractéristiques du Cap occidental en Afrique du Sud. Sa richesse et sa diversité sont incomparables. On trouve plus de 150 variétés de plantes pour 1000 km², soit pratiquement 2 fois plus que dans une forêt tropicale. Au pied des montagnes, les flots glacés de l'océan Atlantique déferlent sur le littoral rocheux.
Les eaux riches en nutriments alimentent les récifs sous-marins, bouillonnants de vie. Les rivières creusent des vallées profondes pour aller se jeter dans la mer. Sur les hauteurs des ravins escarpés, quelques fragments de forêt survivent, entourés des landes de fynbos. Peu de mammifères vivent dans ces montagnes où la végétation est coriace et indigeste. Si la réserve manque de mammifères, elle brille par l'extraordinaire diversité de ses plantes. Les montagnes de Kogelberg font partie de la région floristique du Cap. On y dénombre 9000 variétés de plantes, dont 70% sont endémiques. Elle n'occupe que 0,4% des terres émergées de la planète. C'est la plus grande concentration et la plus grande variété de plantes au kilomètre carré au monde. Dans les fynbos qui recouvrent ces montagnes, 4 familles botaniques sont omniprésentes. Les Ericacées, comme les bruyères, les grands arbustes à fleurs ou protéacées, les Restionacées, semblables à des roseaux, et les bulbes ou tubercules, que l'on nomme géophytes. Toutes ces plantes prospèrent sous le climat de type méditerranéen, avec de longs étés chauds et secs, et des hivers froids et humides. Les sols sablonneux des fynbos sont pauvres en matière organique. Plantes et animaux ont dû s'adapter aux défis imposés par de telles conditions. Une petite famille de babouins chacmas se promène parmi les Restionacées à la recherche de nourriture. Le mâle dominant veille sur sa troupe. Il pèse plus de 50 kilos. C'est l'un des plus gros singes d'Afrique. Les babouins sont des singes particuliers. Contrairement à la plupart des primates d'Afrique, ils préfèrent vivre à terre plutôt que dans les arbres. Ils peuvent donc survivre dans des milieux différents. Le fynbos et ses champs de broussailles est le plus hostile. Le sol sablonneux de Kogelberg contient peu de matière organique et retient très peu d'eau. Les plantes doivent conserver suffisamment d'humidité pour résister aux longs étés, chauds et secs. Leurs feuilles sont donc petites ou conçues pour ne pas perdre d'eau. Le fynbos doit son nom aux minuscules feuilles de la plupart de ces plantes. Faire pousser des feuilles sur un sol pauvre demande énormément de ressources. Les plantes dissuadent donc les animaux de les manger. C'est pour cela que les feuilles contiennent des substances indigestes que l'on nomme les tanins. Pour les animaux, trouver de la nourriture est un défi permanent.
Les Restionacées forment la famille botanique la plus variée de Kogelberg. Il existe plus de 500 variétés de ces plantes au feuillage persistant dans le monde. Un tiers de toutes les variétés de Restionacées se trouve ici. Plus que toute autre plante, elles sont caractéristiques du fynbos. Les Restionacées peuvent mesurer entre 10 cm et 3 mètres. Elles sont dépourvues de feuilles. C'est donc par leurs tiges qu'elles réalisent la photosynthèse. Cela leur permet également de consommer moins d'eau durant les longs étés chauds et secs. Les Restionacées ont des plantes mâles et femelles aux fleurs différentes. Elles sont pollinisées par le vent. Les fleurs des plantes mâles sont plutôt pendantes afin que le pollen soit emporté par le vent. Les fleurs des plantes femelles sont plutôt droites afin que le vent y dépose le pollen. Une des raisons qui explique la diversité de plantes de Kogelberg est sa richesse d'espèces végétales endémiques. Beaucoup de plantes rares y survivent à des endroits spécifiques. Parmi toutes les plantes de Kogelberg, la plus particulière et la plus emblématique de la réserve est sans conteste la marche rose. Il reste moins de 250 spécimens sauvages de cette plante qui vit uniquement dans les sols bien drainés et plus frais des flancs sud, où l'eau ruisselle en permanence sur ses racines. C'est un habitat fragile. La moindre perturbation, comme par exemple un animal qui marche sur le substrat de mousse à ses pieds, peut lui être fatale. Cette étrange résidente de Kogelberg ne fleurit qu'au printemps et ne ressemble à aucune autre fleur du fynbos. À ce jour, sa pollinisation demeure un mystère. Le mâle dominant emmène sa troupe près de l'océan pour se nourrir de la végétation sur la dune côtière. Il a de l'expérience et connaît les meilleurs endroits pour trouver de la nourriture. Les plantes grasses qui prolifèrent sur la côte leur offrent un peu de répit par rapport aux conditions difficiles dans les montagnes. La vie de famille est très importante chez les babouins. Ce jeune découvre les meilleurs endroits pour se nourrir grâce à ses aînés. Les 3 premiers mois de sa vie, il reste avec sa mère et ne s'en éloigne que très rarement. En grandissant, il devient plus indépendant et découvre l'autonomie. Les Éricacées sont une autre famille botanique du fynbos. Elles ont des feuilles minuscules pour réduire leur consommation d'eau et éviter que les animaux ne les mangent.
Mis à part cela, elles sont incroyablement variées. Les éricacées sont pollinisées par le vent et ont de toutes petites fleurs. Toutes les variétés ne reposent pas sur les aléas du vent. Parmi toutes les fleurs de Kogelberg, les éricacées ont les couleurs les plus éblouissantes afin d'attirer les oiseaux et les insectes qui vont les polliniser. Et c'est très efficace. Un Suimanga à double collier cherche du nectar. Les éricacées ne sont pas les seules plantes qui cherchent à séduire les animaux. Les protéacées font de même. La protée royale est l'emblème national d'Afrique du Sud. C'est l'une des familles botaniques les plus importantes du fynbos. Certaines variétés peuvent atteindre la taille d'un petit arbre. Leurs fleurs colorées cherchent à séduire les pollinisateurs. Les Promérops du Cap ne peuvent pas résister à leur nectar sucré. Comme les Suimanga, ce sont des pollinisateurs importants. Ils visitent 300 fleurs par jour. Ils plongent la tête dans les fleurs de protéacées et se retrouvent saupoudrés de pollen. Ils transportent ce pollen de plante en plante. Les Promérops sont complètement adaptés à leur régime et peuvent digérer 99% des sucres présents dans le nectar. De plus petits nectarinidés butinent également les protées, mais ils trompent les fleurs, car ils sont trop petits pour se retrouver couverts de pollen. Les Promérops sont les seuls pollinisateurs fiables. Il en existe un autre, plus petit, mais c'est un travailleur acharné. Les abeilles du Cap sont elles aussi attirées par le nectar sucré. Elles pollinisent certaines variétés par hasard, comme cette protée de Waboom. Mais pour d'autres, elles jouent un rôle capital. Cette plante tire son nom, Pink Fingers, de ses magnifiques fleurs printanières. Lorsqu'elle fleurit au printemps, elle attire des nuées d'abeilles qui volettent de fleur en fleur pour butiner le pollen et le nectar. Les abeilles sont une merveille de technologie. Leur petite trompe, semblable à une paille, leur permet d'aspirer le nectar. Et leurs pattes sont couvertes de poils chargés d'électrostatiques qui leur permettent de récolter le pollen. Elles emmènent ensuite le pollen et le nectar dans leurs ruches pour nourrir les larves et fabriquer leur miel. Le principal fleuve qui traverse la réserve est le Palmiette. Il doit son nom aux roseaux qui bordent ses rives. Le Palmiette file jusqu'à l'océan et forme un estuaire peu profond. C'est un véritable paradis pour les flamands nains. Ils piétinent la vase avec leurs pattes afin de faire sortir leur nourriture. Ils se nourrissent par filtration.
Leur bec leur permet de filtrer la vase pour attraper de petits invertébrés. Ils se nourrissent le matin. Une fois rassasiés, ils se rassemblent pour plus de sécurité. Ils se cachent la tête sous leurs ailes pour faire un petit somme. Le merveilleux univers floral de Kogelberg ne se limite pas à la terre ferme. Il avance dans l'océan sur 200 mètres. Le courant le long de la côte fait remonter à la surface des eaux froides, riches en substances nutritives. Grâce à toute cette nourriture, la faune et la flore sont très abondantes. Abreuvées de soleil, les algues géantes absorbent tous les nutriments dont elles ont besoin dans l'eau. Par endroits, elles peuvent mesurer jusqu'à 12 mètres de hauteur au-dessus du récif. Contrairement à la situation sur Terre, la nourriture est très abondante sous l'eau. Mais la plupart des espèces ont du mal à trouver un endroit où s'installer. L'espace est une denrée rare. Les conditions de vie sur ces récifs ont changé récemment. Et personne ne peut en expliquer les raisons. L'un des prédateurs les plus redoutables de ces récifs s'est multiplié. Les langoustes. Elles ont un appétit féroce. Les langoustes se nourrissent principalement d'oursins. La multiplication des crustacés fait un ravage parmi les oursins. La baisse du nombre d'oursins a des répercussions directes sur un autre habitant du récif. L'ormeau. Ce gros mollusque qui ressemble à une patelle a besoin des oursins pour survivre, car les bébés ormeaux s'installent sous les oursins après le frai. Sans les oursins, ils ne s'installent pas. La population ne se renouvelle donc plus. L'ormeau est un mets raffiné. Il est surexploité pour la consommation. Cette surexploitation associée à son faible taux de reproduction entraîne la quasi-disparition de ce mangeur d'algues. Sans les ormeaux, les algues prolifèrent. L'écosystème est perturbé et personne ne sait à quel point ces changements vont affecter la santé à long terme de ces magnifiques récifs. Là où les montagnes se jettent dans l'océan, une famille de damanes des rochers, qu'on appelle aussi damanes du Cap, prospère dans la végétation arbustive de la côte. Cette végétation est abreuvée d'embrun. Elle est solide et résistante. Seul l'estomac coriace d'un damane peut digérer ces feuilles salées. Les damanes se prélassent souvent au soleil. Cela leur permet d'augmenter leur température corporelle. Ils font partie des rares mammifères à sang chaud capables d'utiliser la chaleur du soleil pour aider leur métabolisme. Les damanes sont des animaux étranges. Ils ressemblent à des rongeurs, mais des études génétiques ont montré qu'ils sont beaucoup plus proches des éléphants. Ils vivent dans les affleurements rocheux de la savane, du fynbos et même des côtes. Ils sont agiles. Leurs petits orteils trapus s'agrippent à la roche. Les sécrétions de leurs pattes leur offrent une meilleure adhérence sur les affleurements rocheux glissants.
Le littoral rocheux de la réserve est un véritable paradis pour beaucoup d'oiseaux de mer, comme ces cormorans à poitrine blanche. Les huîtriers de Moquin prospèrent également en se nourrissant de moules et de patelles. Ils décollent les mollusques des rochers grâce à leur bec rouge et coupant, comme des lames de rasoir. Les huîtriers de Moquin pondent leurs œufs dans des nids remarquablement bien cachés sur les plages de sable. Le camouflage est indispensable, car des prédateurs comme les loutres ou les goélands dominicains rôdent. Si les parents sont dérangés, ils abandonnent momentanément les œufs, comptant sur leur camouflage pour les protéger. Les œufs éclosent en 6 semaines environ. Les poussins sont sur pattes en quelques jours. Ils ne peuvent pas voler, car ils n'ont pas encore leurs plumes d'adultes. Ils rusent pour se cacher aux yeux des gourmands. Le camouflage permet aux jeunes poussins de survivre. Ils se fondent complètement dans le varech du rivage qui compose leur habitat. Les jeunes oiseaux grandissent vite. Ils apprennent à se nourrir grâce à leurs parents. De minuscules crustacés que l'on appelle les puces de mer pullulent sur ces rivages. Les jeunes oiseaux profitent largement de ce festin. Une colonie de manchots du Cap s'est elle aussi installée dans la réserve. Les manchots du Cap sont la seule espèce de manchots qui se reproduisent sur le continent. C'est l'une des 3 seules colonies de reproduction sur le continent. Les manchots du Cap préfèrent en général les îles au large des côtes. Au début du XXe siècle, les hommes ont détruit leur habitat naturel en récoltant les déjections des oiseaux de mer, le guano, pour l'utiliser comme fertilisant. Des millions d'œufs de manchots furent ramassés pour être mangés en Europe. Et la pêche industrielle de la sardine et de l'anchois ont privé les manchots de leur proie favorite. À l'origine, on comptait 2 millions de couples reproducteurs en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ils sont moins de 25 000. Ces oiseaux se battent pour survivre.
Le Kogelberg fait partie de la ceinture plissée du Cap. Cette chaîne de montagnes doit son nom à ses plis rocheux caractéristiques. La ceinture plissée du Cap a émergé il y a des millions d'années sous la pression tectonique du supercontinent, le Gondwana. Quand le Gondwana s'est morcelé il y a quelques 150 millions d'années, ces montagnes sont devenues la frontière sud-ouest du nouveau continent africain. Elles se composent de quartzite et de grès, des roches extrêmement dures qui résistent à l'érosion et produisent des sols pauvres en nutriments. Une petite famille d'oréotragues se nourrit des broussailles du fynbos sur les pentes rocheuses. Elles sont agiles et sautent sans effort de rocher en rocher. Sous leurs sabots, de petits coussinets font office d'amortisseurs et leur permettent une meilleure adhérence. Les mâles ont deux petites cornes très pointues qu'ils utilisent pour défendre leur territoire. La vipère hortente s'est suffisamment réchauffée. Elle peut enfin partir en quête de nourriture. Elle ne chasse jamais activement ses proies. Ce prédateur chasse à l'affût. Il se poste à un endroit stratégique et attend. Contrairement à la plupart des serpents qui ont recours au déplacement en S, les vipères hortentes se déplacent de façon quasi rectiligne grâce à leurs écailles ventrales. Quelques îlots boisés survivent en haut des vallées, à l'abri des incendies fréquents. Ce sont les derniers vestiges de forêts de montagnes africaines ou afromontanes de la région. L'accès au soleil conditionne le développement des forêts. Le Podocarpus latifolius et les Ocotea d'Afrique luttent pour atteindre le soleil. Les fougères recouvrent le sol ombragé de la forêt. À l'abri des sous-bois, les araignées tissent soigneusement leur toile. Et les geckos sont tapis sur les troncs à la recherche d'insectes. Les forêts se nourrissent des ruisseaux qui les traversent. L'eau de ces ruisseaux est brune à cause des tanins de la végétation du fynbos. Les grenouilles surveillent les bas-fonds pour chasser les insectes. Les crabes se précipitent dans les petits bassins protégés pour y trouver de la nourriture. Certains ruisseaux de Kogelberg abritent des espèces de crabes qui n'existent nulle part ailleurs. Ce lézard des rochers profite du soleil. C'est le plus gros lézard de la région.
Il mesure 16 cm du museau au cloaque. Comme les vipères heurtantes, ces prédateurs chassent à l'affût. Ils grimpent sur des rochers pour fondre sur leur proie invertébrée. Ils peuvent aussi s'en prendre à de plus petits lézards. Il y a peu de grands mammifères dans le Kogelberg, mais on y trouve néanmoins des prédateurs extrêmement voraces, lesquels pourraient bien vous surprendre. Dans un petit ruisseau, une impressionnante collection de plantes attend en embuscade. Toutes les plantes qui vivent dans le Kogelberg se sont adaptées pour trouver de la nourriture dans le sol sablonneux et pauvre. Certaines légumineuses utilisent des bactéries qui permettent à leurs racines d'absorber l'azote et d'autres nutriments. D'autres plantes, comme les protées, ont des micro-racines conçues pour assurer une absorption suffisante. Ces Droseraces ont trouvé une solution originale. Au bout de leurs feuilles, des gouttes d'un liquide sucré et collant attirent les insectes dans un piège mortel. Les insectes qui se posent sur les feuilles sont immédiatement englués et pris au piège. La plante digère ensuite l'insecte et absorbe ses précieux nutriments. Les Roridulas sont les plus grandes plantes carnivores de la réserve. Ce sont des maîtres en la matière. Elles ne peuvent pas digérer les insectes qu'elles capturent. Elles ont donc formé un partenariat. Des punaises arpentent leurs feuilles et mangent les insectes capturés. Elles défèquent ensuite sur les feuilles. La plante se nourrit grâce à leur déjection. Les plantes obtiennent ainsi 70% de leurs besoins en azote. C'est un partenariat unique. La punaise compte sur la plante pour capturer les insectes et la plante profite des capacités de digestion de l'insecte. Seules 2 variétés de punaises peuvent vivre sur les Roridulas. Chacun trouve son compte dans cette relation. Si l'un de ses protagonistes venait à disparaître, l'autre n'y survivrait pas. De nombreuses plantes de Kogelberg doivent leur survie aux Anoplolepis, ou fourmis folles jaunes qui protègent les graines. Dans les broussailles du Fynbos, c'est une relation primordiale. Une éclaireuse trouve la graine de Restionacée. D'autres fourmis la rejoignent pour récupérer la précieuse graine. La graine a une excroissance blanche et charnue, l'élaïosome, dont les fourmis se nourrissent. Les fourmis ne sont pas les seules à en profiter. La plante aussi. Les fourmis enterrent la graine dans leur nid et la protègent des herbivores comme les souris. Les souris se nourrissent de graines et de nectar sucré, mais elles jouent également un rôle. Les protées sont connues pour leurs grandes fleurs spectaculaires qui attirent les insectes et les oiseaux pollinisateurs. Les fleurs de certaines variétés de protées poussent près du sol. Ainsi,
les souris peuvent les polliniser. Plus de 35 espèces de protées dépendent de ces pollinisateurs hors du commun. Les souris cherchent le nectar en reniflant les fleurs. Elles se retrouvent couvertes de pollen qu'elles transportent ensuite de fleur en fleur et de plante en plante. Le rôle des fourmis ne se limite pas à protéger les graines de protées des souris. En les enfouissant sous terre, elles les protègent également des incendies qui ravagent fréquemment le fynbos. Les fourmis n'éloignent pas les graines des plantes mères. Les jeunes plantes poussent donc à proximité des plantes mères, ce qui limite le flux génétique et les populations isolées. En plusieurs millions d'années, les populations isolées ont donné naissance à de nouvelles espèces. C'est une des explications à toute cette diversité. La vipère heurtante a trouvé l'endroit idéal. Elle est bien cachée et les rochers de Kokelberg grouillent de souris. Elle n'a plus qu'à attendre que l'une d'elles tombe dans son piège mortel. Certains serpents chassent à l'affût, mais d'autres sont des chasseurs actifs. Caché dans un affleurement rocheux, un Lamprophis guttatus se réveille. Ce serpent vit surtout la nuit, mais comme la vipère heurtante, il souffre de la faim après un hiver long et froid. Il a donc commencé à chasser très tôt ce soir. Il est parfaitement adapté à son habitat rocheux. Grâce à sa tête et son corps aplati, il peut se glisser dans des failles très étroites pour traquer ses proies. Il se nourrit de lézards et de geckos. Mais les agames des rochers comme celui-ci sont des experts du cache-cache. Leur technique de camouflage leur permet de se confondre avec les rochers. Cette fois-ci, cela fonctionne. Le Lamprophis guttatus ne l'a pas vu. Contrairement aux chasseurs solitaires comme les serpents, les babouins sont des animaux grégaires. Ils dépendent les uns des autres pour survivre. Cette mère enlève les tiques et les puces de son petit. Les mères doivent absolument trouver suffisamment de nourriture pour elles-mêmes afin d'avoir assez de lait pour leurs petits. Les groupes sont hiérarchisés. Les subalternes sont aux petits soins avec les femelles dominantes pour obtenir leur faveur. Cela renforce la cohésion du groupe. Un avantage indéniable pour cette famille qui vit dans un environnement hostile. Sur la côte rocheuse du sud-ouest du Cap, plantes et animaux vivent côte à côte dans un environnement impitoyable. C'est l'un des endroits les plus riches en diversité au monde. Des plantes incroyablement rares côtoient le large éventail d'espèces végétales du fynbos.
Au large, des eaux riches à la nourriture abondante grouillent de vie. Sur terre et en mer, la vie est à la fois complexe et spectaculaire. Aucun autre endroit sur la planète n'y ressemble. Ce sont les merveilles du Kogelberg, une réserve de biosphère.